Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier, au présent comme au futur. Oui, alors en fait, il y a toute cette relation non contractuelle, c'est hyper important. Après, aujourd'hui, on voit aussi, il y a quand même une relation contractuelle par rapport, tu sais, à toute cette compliance qui est faite, le KYC aujourd'hui. Donc, mon banquier, il me connaît parfaitement. Et il connaît Céline en tant que trésorière et interlocutrice principale. Et il connaît également l'entreprise. Mais maintenant, moi, je trouve qu'il est important également pour un trésorier et pour une entreprise de connaître sa banque, de connaître la banque en général, mais de connaître également son banquier, de connaître ses attentes. Donc aujourd'hui on parle de KYC, mais pourquoi pas mettre un KYB? Moi je trouve que ce serait bien mettre en place un KYB, donc un Know Your Bank, parce que je trouve que quand même c'est bien en sens inverse de connaître son banquier comme le banquier nous connaît. Comment un trésorier peut tirer le meilleur de son banquier? Le trésorier et le banquier forment un couple incontournable dont les intérêts ne sont pas toujours alignés. Dans ce nouvel épisode de Forecast, vous allez découvrir comment Céline Mignaton, directeur adjoint de la trésorerie du groupe Ouverture, organise sa relation bancaire pour en tirer le meilleur. Elle nous parlera de ses besoins, de ses attentes, de ses leviers de négociation et des clés qui, selon elle, font qu'une relation avec une banque est un succès. Forecast épisode 9, c'est parti. Bonjour Céline. Bonjour Jean-François, merci de m'accueillir. Là, je t'en prie, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien, tout va bien, malgré ce contexte un peu particulier, mais tout va bien. Parfait. Donc avec toi aujourd'hui, on va parler du sujet de la relation entre le trésorier et sa banque. Donc la relation bancaire, sujet très important pour les directions de la trésorerie. Est-ce que tu peux dans un premier temps peut-être te présenter ? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Céline Mignaton-Jalbert. Je suis directeur adjoint de la trésorerie du groupe Ouverture et je travaille chez Ouverture depuis une quinzaine d'années maintenant. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux maintenant présenter un peu l'activité, les particularités, parce que je sais que ton groupe a une activité qui est assez singulière. Nous en parler un peu plus. Voilà, donc moi je travaille au sein de François-Charles Ouverture, qui est la holding du groupe Ouverture. L'une de nos principales activités est notre activité industrielle, qui est représentée par notre filiale Ouverture Fiduciaire. Et Ouverture Fiduciaire est l'un des leaders mondiaux de l'impression de haute sécurité, notamment pour l'impression et la livraison de billets de banque et de documents sécurisés à travers le monde. Donc à travers le monde, ce que je comprends, c'est que c'est pas en France. Voilà, c'est notre activité principale, elle est hors France pour l'impression de billets et même pour les documents sécurisés. On travaille principalement avec le continent africain. Donc aujourd'hui, on a 3 sites de production dans 3 pays européens, en France, en Bulgarie, en Hollande. Donc voilà, Ouverture fabrique et livre des billets de banque et des documents sécurisés. La part de l'exportation représente un peu plus de 98% de notre chiffre d'affaires. Donc voilà, on est vraiment une entreprise internationale. Et donc, vous avez une exposition au change importante sur ces 98%? Oui, on a une exposition au change importante, notamment sur le dollar, à peu près, on va dire, 40 à 50%. D'accord. Et au niveau du département trésorerie de ton groupe, comment vous êtes organisé? Alors, nous sommes 3. Il y a le directeur de la trésorerie, donc qui chapeaute le service trésorerie, et plus particulièrement, on a une fonction family office au sein du groupe Ouverture. Donc, il chapeaute vraiment dans sa majorité cette partie family office. Moi, qui suis directeur adjoint donc de la trésorerie, je suis plus en charge de donc la partie industrielle de laquelle on va parler aujourd'hui. Et j'ai une collaboratrice, une trésorière, qui est plus en charge du recouvrement parce que notre service trésorerie reprend également le recouvrement du groupe Ouverture, de toutes les entités du groupe Ouverture. Et elle assure également un suivi de la trésorerie. C'est mon backup au quotidien. D'accord. Donc, qui dit relation bancaire, dit service bancaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur vos besoins et le type de service bancaire que tu consommes? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une relation particulière et je dirais que la relation avec nos banques est primordiale parce qu'on a besoin d'eux.
On a besoin d'eux pour plusieurs services. On a besoin d'eux pour mettre en place des lignes de financement, pour financer le BFR ou pour des financements ponctuels comme des lignes de production, des agrandissements, des constructions nouvelles, tout un tas de choses qui font qu'on a besoin de financement pour évoluer, pour être de plus en plus compétitif. On a besoin de nos banquiers également pour mettre en place des lignes de garantie. Donc, comme on en a parlé précédemment, on est exposé au risque de change, donc on a besoin de lignes de garantie de change. On a besoin de lignes de garantie bancaire parce que quand on travaille à l'international et avec un système d'appel d'offres, on a besoin de mettre en place des garanties bancaires, donc qui vont de la garantie de soumission à la garantie de bonne exécution du contrat et même par notre production un peu particulière pour mettre en place des garanties qualité pour garantir la bonne qualité des marchandises fournies. Est-ce que peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le sujet, tu pourrais nous expliquer comment fonctionnent ces lignes de garantie, pourquoi elles sont mises en place globalement, le mécanisme? Au niveau des garanties bancaires, donc aujourd'hui comment on fonctionne? Donc on reçoit un appel d'offres d'une banque centrale, d'un ministère qui nous demande voilà, vous êtes invité à répondre pour fabriquer car nous avons besoin de billets de banque. Ok, donc à partir de là, ils nous demandent d'émettre, on va dire dans 50% des cas, une garantie de soumission. Donc une garantie de soumission, c'est une garantie d'un certain montant, c'est forfaitaire ou ça représente un pourcentage du montant total de l'offre que l'on va soumettre. C'est une garantie qui va permettre de garantir notre offre pendant la durée de validité de l'offre. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je réponds à un appel d'offres qui sera valable 6 mois. Donc, je vais mettre en place, par exemple, une garantie de 100 000 euros. Si pendant cette période de 6 mois, j'enlève mon offre, je dis non, je veux plus répondre à cette offre, le client donc pourra appeler ma caution et donc récupérer 100 000 euros. Ou si à la fin de ces 6 mois, je suis adjudiqué, mais je dis ok, je suis adjudiqué, mais non, je ne veux pas produire les billets, je ne peux pas. Il peut appeler ma garantie. Donc voilà, c'est une garantie qui couvre la période de soumission. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle garantie de soumission. À la suite de ça, je signe un contrat. On va me demander d'émettre une garantie de bonne exécution du contrat, c'est-à-dire une garantie qui garantit les obligations contractuelles. Donc nos obligations contractuelles. Donc si par exemple à la fin du contrat, donc c'est pareil, un montant, un forfait. En général, c'est plus un pourcentage du montant du contrat. Ouais, jamais garanti 100%. Non, ça tourne entre 5 et 10%. Donc ça, c'est pour voilà, si à la fin du contrat on n'a pas rempli nos obligations contractuelles, par exemple on est en retard, on a fourni de mauvaises marchandises, le client peut appeler notre garantie. Ce sont des garanties appelable la première demande. Donc, à partir du moment où ils appellent cette garantie, la banque a 5 jours ouvrés pour créditer leur compte. On met également en place un autre type de garantie qui sont des garanties de restitution d'acompte. C'est-à-dire que dans le contrat, il est mentionné que le client nous versera un acompte, par exemple, de 30% à la commande contre caution du même montant. Et donc, cette garantie de restitution d'acompte, elle sert à couvrir cet acompte pendant la durée du contrat. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, aussi, on peut émettre des garanties de qualité. C'est demandé dans certains pays, notamment en Amérique latine. C'est courant. Et en fait, à la fin du contrat, quand on a rempli toutes nos obligations contractuelles, il est dit que on doit mettre en place une garantie de qualité. En général, c'est de 10 à 20% du montant total du contrat pour garantir la bonne qualité de nos marchandises. Si demain on a livré des billets et au bout de la fin du contrat, ils se déchirent ou on ne sait pas, au moins on pourra garantir la qualité de celle-ci. D'accord, donc un recours très régulier à ce type d'opération. On a un recours très très régulier et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des lignes de garantie conséquentes pour faire face à la demande de nos clients. Si demain il y a une grosse demande, il nous faut des lignes de garantie conséquentes pour pouvoir mettre en place les garanties bancaires demandées. Est-ce que la majorité des cas où vous soumettez une offre ou des contrats que vous avez avec vos clients demandent l'utilisation d'une garantie bancaire, c'est ça? Ouais, c'est vraiment très courant. Alors des fois, il n'y a pas de garantie de soumission, mais il y a souvent une garantie de bonne fin. D'accord. Donc en effet, sujet important pour vous. Voilà, sujet important et sujet revu annuellement lors de commissions de garantie par nos banquiers. Donc on se doit de fournir des comptes qui tiennent la route et d'avoir de longues discussions et de rassurer nos banquiers sur l'avenir et de leur donner des chiffres, des informations qui leur permettent de nous faire confiance et puis de continuer à nous octroyer les lignes demandées. Et donc, au-delà maintenant des lignes de financement et de garantie, quels sont les autres services bancaires que vous utilisez? Alors, on utilise tout ce qui est services de paiement parce qu'on a une trésorerie centralisée, donc on a un logiciel
logiciel de trésorerie et puis on doit faire appel à nos banquiers pour nous mettre à disposition nos relevés de compte et également pour pouvoir émettre des virements européens, des virements français, des virements internationaux. Donc on doit faire appel au service cash management des banques. Donc vous utilisez quel logiciel Kyriba. D'accord. Et vous passez par quel protocole? SwiftNet. D'accord. On a trouvé que c'était le service le plus sécurisé. On est une entreprise sécurisée de haute sécurité et on utilise SwiftNet depuis le départ, depuis qu'on a mis en place le nouveau logiciel de Trésor, donc depuis 2012. Et puis voilà, on trouve que c'est une bonne idée. Et puis au niveau sécurité, moi je pense qu'il n'y a pas mieux au jour d'aujourd'hui que SwiftNet. Donc voilà, on utilise régulièrement le service. C'est pas vraiment un service, mais on a des besoins et on fait appel au service cash management. Là, on voit qu'il y a de plus en plus d'innovation en termes de paiement. Donc ils nous appellent, ils nous conseillent. On fait appel à eux pour changer le format d'un fichier parce que les normes changent, etc. Donc on a besoin un peu d'être à la page de tout ce qui se fait en termes de paiement. D'accord. Vos banques, elles sont principalement localisées en France? En France, oui. D'accord. Donc vous n'utilisez pas Swift pour accéder à ces banques, mais plus pour la sécurité, pour émettre des virements. Pour émettre des virements. Ouais, voilà, c'est pour la sécurité, pour l'émission des virements et la réception des relevés de compte. D'accord. Non, parce qu'en fait, il y a d'autres protocoles. C'est vrai que la plupart des gens qui utilisent Swift, beaucoup en tout cas, l'utilisent aussi pour accéder à des banques qui sont hors de France et qui ne serait pas possible d'accéder via EBIX. Et donc vous, c'est pour d'autres raisons. Oui, 99%, même 99,5% de nos banques sont en France. D'accord. Et donc ensuite, est-ce qu'il y a d'autres types de services que vous utilisez? Oui, alors on peut. Bon, après il y a toujours le service courant avec les banquiers, c'est les conditions bancaires, la négociation. Alors ça c'est toujours un petit peu complexe, c'est un petit peu tendu. Faut toujours faire attention que les conditions bancaires sont bien négociées et 2 bien appliquées, parce que ce n'est pas souvent le cas. Est-ce que tu utilises des relevés de frais de type CAM 86 ou ce genre de choses justement? Est-ce que les banques te font des reports détaillés où tu peux justement vérifier Alors tous les mois on reçoit des relevés de commission. Ouais. Mais c'est des relevés de commission papier et ça nous permet quand même de pointer, on voit tout de suite s'il y a une incohérence. Moi, je fais très très attention, c'est à la commission de mouvement calculée trimestriellement sur les échelles d'intérêt. Après, c'est souvent la photosystème, une écriture qui saute ou autre, mais il y a des écritures qui ne devraient pas être soumises à la commission de mouvement et qui le sont. Alors notamment un renouvellement de crédit. C'est parfois dans l'autre sens aussi ou pas? Très peu. Ouais, très peu. Ouais, moi, je constate très peu réellement, mais c'est souvent en plus des gros montants, on va dire, c'est des opérations de change. Tout fonctionne bien et puis un jour on ne sait pas pourquoi dans un système l'opération a sauté puis on voit apparaître une commission de mouvement qui n'a pas lieu d'être parce que sur des montants de plusieurs dizaines de milliers d'euros voire quelques millions ça peut tout de suite chiffrer. Donc voilà, c'est vraiment après le rôle d'un trésorier également c'est aussi de contrôler. Mais à partir du moment où on fait la requête à la banque en disant regardez je pense qu'il y a une petite erreur, il n'y a pas de réelle discussion et la modification elle est tout de suite effectuée et oui cette opération elle a mal été prise en compte dans notre système et on va régulariser immédiatement. Ça te demande quand même de contrôler systématiquement dès que tu as les relevés. Ah mais ça tous les relevés on contrôle et même je regarde quotidiennement les comptes quand je vois passer quelque chose d'anormal tout de suite. Après c'est l'expérience aussi qui parle. Je les connais les conditions à force de les voir. Dès que je vois quelque chose d'anormal ou un frais, mais ne serait-ce 15 € par-ci, 15 € par-là. Quand tu tires un trait à la fin d'une année, les montants, si tu ne demandes pas des régularisations, ça peut être quand même assez conséquent. Ça te prend beaucoup de temps de faire ces contrôles? Ouais, assez quand même. Après, je peux pas te chiffrer le temps que ça me prend parce que c'est fait quotidiennement et en fin de mois. Bon, après avec Kyriba, je peux contrôler. On a fait des règles dans Kyriba qui nous permettent de contrôler des commissions de mouvement. Donc, je sais par exemple, on a des flux pour des codes flux pour chacune des opérations et on sait que toutes ces opérations normalement elles ne sont pas soumises à commission de mouvement et celles-ci sont soumises. Donc, en sortant déjà un état dans Kyriba, on a un peu automatisé le contrôle. Et avec le format papier, on voit tout de suite ce qui ne va pas, quoi. D'accord. Et après, par différence, on arrive à isoler les flux rapidement, parce qu'en général, c'est sur des flux de gros montants. D'accord, très bien. Ça, c'est voilà le premier rôle, donc négocier les conditions bancaires. Et je pense qu'on le fait pas assez, parce qu'après, on s'installe dans une routine, et puis que de temps en temps, c'est bien de lancer un petit appel d'offres conditions bancaires pour voir aussi ce qui se fait ailleurs. C'est vrai que après, on travaille par habitude, donc on va dire, tous ces virements internationaux, je donne à telle banque, et on pense pas forcément à regarder chez nos autres partenaires bancaires quel serait le coût parce qu'on a l'habitude de travailler avec un partenaire et que ça fonctionne bien. Ah oui, parce qu'en fait ça pose la question de un peu qu'est-ce que le trésorier attend de son banquier. Il y a les frais certes, mais il y a d'autres choses aussi. On
on vient d'énumérer des services. Ouais. Peut-être que justement, on pourrait se poser la question de qu'est-ce que toi, tu attends précisément de ton banquier sur chacun de ces services. Alors, pour les lignes de financement, qu'est-ce que j'attends de mon banquier? J'attends qu'il soit réactif. Donc, en général, quand j'ai besoin d'une ligne de financement, je n'interroge pas un banquier en particulier. Je vais pas tous les interroger, mais j'en interroge en général 3. Tu ne négocies pas individuellement, mais tu essaies de les mettre en concurrence. Bien sûr, c'est la base de tout. Je vais pas aller demander qu'à un sans savoir ce que l'autre pourrait me proposer. Donc en fait, voilà, j'essaye de les mettre en concurrence. Ils sont pas forcément au courant, mais bon, je le fais quand même. Mais c'est la base de toute négociation. Si j'ai pas un comparatif à côté, je pourrais pas négocier au mieux avec l'un et l'autre. Oui. Donc voilà, en général, voilà ce que j'attends. Donc j'ai besoin d'un financement. Qu'est-ce que je fais? Donc je les interroge. Ce qui compte aussi pour moi, c'est la réactivité. Parce que demain, je l'interroge, au bout d'une semaine, j'ai pas de retour. Dans ma tête, je me dis ils veulent pas travailler avec nous, ils nous ont pas fait de proposition. Ou au moins nous répondre on a besoin d'un peu plus d'informations, d'aller plus loin. On prend acte de votre demande. Voilà, moi je trouve que ça c'est important. Donc ça voilà, c'est pour les emprunts. Tu as déjà eu des refus de vente, quoi. Au-delà du fait qu'on t'octroie ou pas un financement, qu'un banquier ne souhaite pas travailler avec toi sur certaines. Bien sûr. Moi, j'ai des banquiers qui sont francs et j'aime beaucoup qui me disent Céline, on est désolé, mais là on peut pas faire. Là on peut pas faire. Là ça va être beaucoup trop long pour obtenir. Par exemple, quand on renouvelle annuellement nos lignes, si il y a toujours une enveloppe globale. Si on n'a pas pensé à mettre en place l'enveloppe et que 2-3 semaines après, j'appelle mon banquier et dis j'aurais besoin d'une ligne de financement, mais c'est pas prévu dans l'enveloppe, faut remonter un dossier, donc on va perdre 1 mois, on va perdre 2 mois. On me dit je peux pas faire. Mais j'apprécie cette franchise. Hein. Moi, j'ai l'habitude de travailler en toute transparence avec mes banquiers, donc j'apprécie qu'ils le soient aussi. Tu vois. Ça fait gagner du temps. Ouais, ça fait gagner du temps et puis voilà, c'est donnant. C'est pas grave, c'est pas une obligation. En plus, j'en interroge plusieurs, donc heureusement que pas tous me donnent des conditions géniales et puis me disent ouais, on peut le faire, il y a pas de problème, parce que sinon je serais un peu coincée. Alors là, je ne ferais pas trop faire. Donc après voilà, donc les lignes de financement, ça peut concerner quoi? Ça concerne des emprunts. Voilà, après des facilités de caisse et des lignes de crédit, ça c'est pour la gestion de trésorerie au quotidien, parce qu'on peut être cash riche, mais on peut être cash pauvre, avec des besoins de financement de BFR. Ça c'est plus pour la gestion de la trésorerie quotidienne. Donc là aussi, on fait appel à nos banquiers, on leur demande ce qu'ils peuvent faire. Donc après, pour les facilités de caisse, c'est vraiment une relation de confiance parce que c'est des contrats qui sont, on va dire, non confirmés. C'est oral. Il n'y a pas de contrat signé entre eux et moi qui me disent, voilà, je vous octroie une facilité de caisse de 500 000 euros, d'1 million ou de n'importe quel autre montant. C'est un accord moral entre le banquier et la société. Oui. Parce que vous, structurellement, votre BFR, il va plutôt dans quel sens? De par notre activité, on a un BFR qui est assez élevé parce que tu peux comprendre que comme on fabrique pas n'importe quoi, on est obligé quand même de stocker des matières, on a des stocks de papier, on a des stocks de matières premières pour fabriquer des billets. Voilà, on a une activité qui fait que structurellement, on est obligé d'avoir un BFR élevé. Et donc ça, vous le financez avec ces éléments-là. Voilà. Le principal outil de financement que vous utilisez, c'est plutôt quoi sur ceux que tu viens d'énumérer? La ligne de crédit? Les lignes de crédit, voilà, et les facilités de caisse. Après, c'est cyclique. On peut avoir un BFR haut, et puis qui va s'améliorer, mais qui va repartir. Après, tout dépend de l'activité. Mais conjoncturellement, on n'aura jamais un BFR très très bas. D'accord. Et sur les lignes de garantie que tu évoquais tout à l'heure, qu'est-ce que tu attends principalement de ta relation avec ton banquier? Quels sont les critères déterminants pour toi? Alors, les lignes de garantie, voilà, on les revoit en général à la hausse une fois par an au moment du renouvellement de notre dossier. Ce qu'on attend, c'est qu'elle soit assez souple quand même, c'est-à-dire que moi j'aime bien avoir une ligne globale pour l'ensemble des garanties, c'est-à-dire que je veux pas une ligne de temps pour la garantie de soumission, une ligne de temps pour les bonnes fins, je veux une ligne globale pour l'ensemble des garanties bancaires parce que il se peut que demain on ait une grosse garantie de soumission. Alors si on a que il y a certaines banques qui travaillent comme ça. Alors, je vous octroie, OK, vous avez par exemple 10 millions, mais vous avez 2 millions pour les soumissions, 5 millions pour les bonnes fins. Et après, ça veut dire qu'on est obligé de jouer avec les enveloppes, avec les montants, c'est compliqué. Moi, j'aime bien avoir une enveloppe globale. En fait, j'ai toujours été habituée à travailler comme ça. Et puis comme ça, on répartit au mieux. Moi, c'est ma façon de travailler. Et en général, quand je donne à une banque, je demande l'émission d'une garantie de soumission. Par logique, et c'est ma logique, alors peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle ne l'est pas, je
je mettrai en place la garantie de bonne fin, je mettrai en place la garantie de qualité s'il y a la restitution d'acompte, je leur donnerai les flux et je donnerai le change. À partir du moment où je choisis une banque, c'est pour la totalité du contrat. Et pour évaluer le montant des lignes que tu demandes, tu te bases sur quoi? Sur le budget? Sur tes prévisions? Par exemple, ce que l'on a vu que c'était donc lié au contrat auquel vous estimez répondre et éventuellement aussi par rapport à vos propres clients? Alors, c'est sûr, on se base un peu sur le vécu, on se base sur le budget, mais alors on s'aperçoit que depuis 2-3 ans, les garanties sont de plus en plus longues parce qu'on a des contrats de plus en plus longs. Avant, on avait un contrat, fallait produire des marchandises sur une période de 9 mois. Et voilà, c'était basta. Maintenant, c'est des contrats un peu plus longs, 2-3 ans, donc des garanties un peu plus longues. Donc, tu vois, si par exemple, chez un banquier, j'ai 10 millions de lignes et qu'il me coupe mes lignes à 5, alors que j'ai 8 millions d'encours, je vais pas être bien. Parce que les garanties, on peut avoir du mal à les transférer, tu vois. Donc, c'est pour ça que je préfère avoir trop de lignes que pas assez. Surtout qu'on paye pas de commission de non-utilisation de lignes de garantie bancaire. Donc, je préfère avoir une enveloppe un peu plus large, quitte à prendre un peu de place sur une ligne de facilité de caisse ou une ligne de change, mais être sûr de pouvoir mettre en place mes garanties bancaires au moment demandé. Ouais, pour éviter de renégocier quelque chose en urgence. Ouais, de négocier ou même de renégocier quelque chose de ponctuel. On l'a déjà fait par le passé. Négocier une ligne ponctuelle, mais ça prend du temps. Et nous, de par notre activité, on travaille souvent dans l'urgence. Tu vois, parce que, par exemple, si on remet une offre, on connaît les prix un peu au dernier moment. Donc, on connaît le montant de l'offre un peu au dernier moment. Donc, le montant de la garantie de soumission, il est souvent à émettre rapidement. Si j'ai plus de ligne, travailler vite, c'est pas possible. D'accord. Puis après, voilà, les banquiers, maintenant, ils savent qui on est, ils savent ce qu'on fait. On a des banquiers historiques, donc on travaille avec eux depuis 30 ans. Donc, ils connaissent parfaitement la société. Quand ils voient arriver une demande, quand on met sur notre demande urgent, ils savent que c'est vraiment urgent. Donc, en général, c'est vrai qu'on a un peu de chance parce qu'on a des interlocuteurs privilégiés et qu'ils arrivent à traiter nos demandes dans l'urgence et assez rapidement. Donc, on le sait aussi. Par exemple, aujourd'hui, je reçois une demande de caution à émettre pour aujourd'hui ou pour demain. Je ferai appel à certains banquiers et pas à d'autres. Parce que je connais ceux qui peuvent le faire et je connais ceux qui ne pourront pas. Pas parce que le banquier ne veut pas répondre à ma demande, mais parce qu'en face, il y a des services qui bloquent. Il y a un niveau de compliance élevé, il y a toute une strate à respecter. Tu vois, il y a des signataires à respecter. On peut pas passer les étapes comme ça. Et puis, il y a des banques, même une toute petite demande avec un modèle de texte imposé ou pas un texte standard, faut que ça passe par le service compliance. Et on sait qu'il y a des services compliance de certaines banques, mais qui sont efficaces, rapides, qui savent travailler dans l'urgence. Mais on sait aussi par expérience qu'il y a certains services compliance qui sont un peu plus longs que d'autres. Et donc, pour ma part, ça pénalise les banquiers parce que si j'ai une demande urgente, je vais pas la faire passer par leur service garanti. Bon, je ne te demanderai pas qui est efficace avec une autre. Non, je ne te dirai pas de nom. Je ne te dirai pas de nom. En off peut-être. Mais... Ah, je comprends. Par contre, tu travailles avec combien de banques, combien d'établissements aujourd'hui? Sur la partie industrielle, je travaille avec 6 banques. Ok, donc quand tu dis que tu soumets à 3, c'est t'as à peu près la moitié de tes interlocuteurs habituels. Oui, 3, et après on fait un roulement. On a toujours des requêtes tout au long de l'année. Donc là, je vais en choisir 3. La prochaine fois, je redemanderai à d'autres. Puis après, ça dépend. Si tu vois, pour une de nos entités, j'ai besoin de faire une demande de financement. Si j'ai déjà ouvert un compte dans cette banque pour une filiale, la filiale A, si j'ai déjà un compte dans une banque ou dans 2 banques, je vais pas interroger les autres pour encore ouvrir un compte. La filiale, elle est pas assez grosse pour avoir 3 ou 4 ou 5 ou 6 partenaires bancaires. Donc, je préfère me limiter à 2 et j'interrogerai que les 2 concernés. Après, c'est aussi une répartition au mieux selon les besoins, selon les comptes ouverts, etc. D'accord. Donc, maintenant qu'on a vu les lignes de garantie, est-ce que tu peux nous parler un peu de la partie paiement cash management? Alors, ce qu'on attend sur cette partie, la paiement cash management, c'est surtout un rôle de conseil. Pourquoi? Parce que tous les jours, les modes de paiement évoluent.
Tous les jours, il y a de nouvelles fonctionnalités. Tous les jours, il y a de nouveaux services avec Swift pour la traçabilité des paiements, pour les fraudes aux paiements, etc. Donc moi, ce que j'attends vraiment du service cash management et d'une banque, c'est surtout un rôle de conseil, nous aviser, nous conseiller et nous mettre en alerte sur les nouveaux modes de paiement, sur ce qui se fait aujourd'hui, sur comment éviter les problèmes, comment sécuriser au mieux ces paiements, etc. Donc pour moi, ça c'est quelque chose d'important. Et tu notes des disparités au niveau du service dans ce domaine-là? On note des disparités parce que ils sont pas forcément au courant qu'on aime bien être conseillé ou autre, parce qu'il y a avec certains banquiers, ça roule tellement bien qu'on fait jamais appel au cash management ou à leur service, hein, ça roule, tout fonctionne. Et après il y a des banquiers qui ont cette petite lumière qui dit tiens, on va appeler le client ou on va l'inviter à un webinaire. Et là, c'est vrai qu'avec cette période de confinement et de Covid, on voit qu'il y a beaucoup d'invitations et que les banquiers, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais se réveillent en termes de conseils et d'informations sur toutes ces innovations en termes de paiement, tout ce qui va se faire, tout ce qui se fait déjà, tout ce qui pourrait se faire. Et comment, dans quelle période, comment ils peuvent nous aider pour les mettre en pratique, etc. Toi, tu penses que, alors de ton point de vue, hein, je ne parle pas d'une règle générale, mais que les banques peut-être sous-estiment un peu le besoin de conseils et d'informations dont ont besoin les trésoriers? Pour moi, oui, je pense. Parce que moi, j'ai certains de mes banquiers, à part avoir notre chargé d'affaires, donc notre interlocuteur principal en ligne assez régulièrement, je n'ai personne d'autre. Alors que certains partenaires bancaires n'hésitent pas à nous appeler ou à envoyer un mail ou quand on se rencontrait par le passé, parce que c'est fini, physiquement, ils nous disaient écoutez, je vais emmener le responsable du cash management, le responsable du commerce international, et ça permet d'échanger, etc. Et après, c'est vrai que quand on a rencontré une personne et qu'on sait qui elle est, après c'est toujours plus facile de passer un coup de fil, etc. Je trouve que ce rôle de conseil, il devrait être un peu plus mis en avant et de nous alerter sur ce qui se fait pour que l'on soit à la page nous aussi, parce qu'il y a tellement de documentation et tellement de choses qui circulent au jour le jour qu'on peut pas tout lire, on peut pas tout voir et malheureusement. Bien sûr. Justement, ces derniers temps, on avait aussi l'explosion des webinaires dont certains organisés par les banques elles-mêmes. Toi, tu as eu l'occasion de participer à certaines? Alors je participe vraiment au sujet qui m'intéresse. J'ai participé sur un webinaire sur la fraude, la cybercriminalité, sur les nouveaux outils de traçabilité des virements. Je participe quelques-uns parce qu'on peut pas participer à tous parce qu'il y en a tous les jours en fait. Oui. Alors il y en a des plus ou moins intéressants, il y en a qui me parviennent, je sais pas trop pourquoi parce que c'est pas trop mon domaine. Mais je trouve que c'est intéressant de partager, c'est toujours très intéressant. Il y en a beaucoup aussi en ce moment sur la conjoncture économique, la reprise économique après confinement, etc. Ça peut être sympa. En fait, s'il y a deux partenaires qui proposent, j'aime bien parce qu'après, c'est intéressant, c'est de comparer leur analyse. Toujours pour avoir un petit plus de recul et une vision un peu plus objective. Voilà, ouais. D'accord. Donc si on revient un peu à tes attentes vis-à-vis de ce que proposent les banques, donc on a vu donc la partie paiement. Peut-être maintenant on peut parler de cette notion de commerce international que tu évoquais rapidement tout à l'heure. Alors, le commerce international, donc aujourd'hui, nous, on l'utilise, le commerce international pour les garanties bancaires aussi, hein, c'est dépendant. Et on l'utilise aussi pour les lettres de crédit documentaire. Tu peux peut-être définir exactement ce mécanisme? C'est un moyen de paiement, en fait. C'est un moyen de paiement très utilisé à l'international. Hein. C'est un outil de sécurisation des moyens de paiement. Donc, on fait appel au commerce international. Donc, moi, j'aime bien, pareil, avoir des relations avec le commerce international. Pareil, des notions de conseil, parce qu'il existe, pas tous les jours, mais régulièrement, de nouveaux outils de sécurisation des moyens de paiement pour optimiser notre gestion à l'international. Surtout que nous, il y a 98% du chiffre d'affaires d'ouverture fiduciaire qui est à l'international. Donc, on rencontre toutes ces problématiques. Donc, on aime bien être à l'écoute de ce qui se fait, ce qui va pouvoir se faire. Alors après, on sait qu'il y a des pays, c'est bloqué, on peut rien faire. Mais on aime bien, être à la page sur les nouvelles règles Incoterm, sur, ce qui peut se faire, comment, par exemple, sur tel et tel pays, on arrive à sécuriser un paiement, comment on arrive à éviter des retards de paiement énormes, comment on peut s'en sortir, et toutes ces problématiques, liées à
l'international. Mais donc là encore, du conseil. Voilà, du conseil et de l'appui, parce que des fois pour certains pays, on aime bien avoir l'intervention et le soutien de notre banquier. Et là, le fait d'être sur des banques qui sont des banques internationales, qui ont des représentations locales, c'est un plus. Vous passez aussi par des banques partenaires sur place. Rarement, parce qu'on travaille avec les plus grandes banques de la place, donc voilà, c'est les principaux banquiers, et eux, on en trouve toujours un qui a une interaction dans tel ou tel pays. Il a une filiale, il a une relation, il y a toujours quelque chose qui se passe. Si on prend par exemple la Société Générale, il y a des agences de Société Générale un peu partout dans le monde, mais comme BNP, comme Crédit Agricole. Donc tu vois, on a toujours cette aide et on n'a pas besoin d'ouvrir des comptes bancaires dans tous les pays, heureusement, parce que sinon, ça serait pas 7 banques que l'on aurait, mais j'en aurais peut-être 50. Non, on arrive toujours à avoir des appuis. Elles sont en clé, même pour l'émission des garanties, quand on doit émettre par une garantie via une banque locale, il y a toujours un terrain. Ils sont toujours en clé SWIFT, en relation avec une banque sur place. Et il faut savoir que la plupart des banques, même franco-françaises, elles ont toujours un interlocuteur dans les zones géographiques. Ils ont un interlocuteur en Amérique latine, en Asie, etc., et qui permet après de faire le lien entre les banques françaises et les banques locales. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que dans certains pays, pour faire du business, on doit passer par des banques locales selon les activités. C'est vrai que j'ai vu un certain nombre d'acteurs qui étaient obligés de passer par des acteurs locaux. Après, on est obligé. Pour certains pays, on est obligé, donc on trouve. Moi, je trouve que c'est compliqué d'ouvrir des comptes non résidents dans les pays parce qu'on se soumet à la loi en vigueur dans le pays. Après, pour récupérer les fonds à la fin du contrat, c'est compliqué. On a déjà vécu ça dans le passé, c'est compliqué. Oui, c'est une vraie problématique qui mène à la problématique des cash traps. Mais vous n'avez pas trop ce problème-là si vous ne travaillez qu'avec des grandes banques internationales. En termes de clients, tu veux dire? Oui, tout à fait. Pour vos contrats, vous utilisez vos comptes qui sont des comptes. Oui, on utilise nos comptes qui sont en France. Qui sont en France, oui. Donc il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a pas de problème de cash trap, même si vous travaillez avec des pays exotiques. Non. Après, tout passe par SWIFT. Donc, à partir du moment où eux-mêmes émettent un virement en notre faveur, il n'y a pas de souci. Bon, après, il y a toujours des pays où le banquier nous appelle, alerte, Tracfin, qu'est-ce qui se passe? On veut la copie du contrat, c'est bloqué par la compliance, il faut la copie du contrat, la copie de la facture. Il n'y a pas de problème, on fournit toute la documentation et en 48 heures maximum, c'est réglé. Et vos clients, en général, sont plutôt des grosses institutions Nos clients sont principalement des banques centrales et des ministères. Oui, donc voilà. Donc en termes de risque, on n'est quand même pas sur des profils très risqués. On n'est pas sur des profils très risqués, mais tu vois, tu as le risque pays qui peut faire que ça peut dégrader. Mais en général, nos clients sont principalement, ce sont des grosses entités. On a très peu de petits clients lambda. Tu parlais tout à l'heure de la négociation avec les banques. Tu as déjà évoqué certaines de tes pratiques. Il y a une notion qui revient assez souvent quand on parle d'échange avec les banques, qui est la notion de flux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça c'est le dada des banquiers, le flux. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a des lignes de garantie, il y a des lignes qui sont mises en place en faveur de telle et telle société. Donc on dit merci les petits banquiers, merci de nous avoir mis ça en place, mais il faut donner en échange, il faut leur donner à manger à nos petits banquiers les flux bancaires soumis à commission de mouvement. Voilà, donc on essaye de répartir au mieux parce que quand on a 6 banques et qu'on fait 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est difficile de donner à manger entre guillemets à tous nos banquiers dans la même proportion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, est-ce que tu peux définir ce que c'est un flux? Alors, un flux, c'est un flux bancaire au débit soumis à la commission de mouvement. C'est-à-dire soumis à la commission de mouvement, c'est-à-dire que c'est tous les flux émis hors opération de change, hors flux de financement parce que on estime que ce sont des flux internes et hors flux frais bancaires, agios, etc. Oui, parce qu'après ils vont toucher une commission dessus et donc c'est pour ça que ça les intéresse. Voilà, surtout les flux émis, les virements de salaire, les virements en Europe, les virements internationaux, sur les chèques émis, sur les prélèvements, voilà. Donc il y a une commission de mouvement qui est à négocier avec le banquier, donc elle peut osciller entre 0,025 pour 1000 et des montants un peu plus élevés. Et trimestriellement ou mensuellement selon les échelles d'intérêt bancaire, on doit payer une commission de mouvement. Et donc en fait les banquiers regardent aussi tous les flux qui leur sont donnés, également les flux au crédit. En fait, je fais quand même trimestriellement, je regarde donc pour le premier trimestre, j'ai donné tant de flux à telle banque, tant de flux, tant de flux. Comment je répartis mes flux? Je fais un tableau en disant annuellement, il faut que cette banque elle ait 10% de flux, celle-ci 20%, celle-ci 5%. Comment
en fonction de ce qu'ils nous offrent. Donc, si j'ai une belle ligne de caution, une belle facilité de caisse, des emprunts, etc., cette banque, elle sera plus rémunérée en termes de flux qu'une banque avec laquelle j'ai juste une petite facilité de caisse et pas de ligne de caution et pas de change. D'accord, mais cette économie-là, elle est off. C'est pas quelque chose qui est contractuel, ou ça l'est. C'est-à-dire que la volumétrie que tu vas affecter à tes banquiers, c'est quelque chose que tu décides toi de ton côté? Alors moi, on le décide nous au service trésorerie, mais les banquiers souvent le demandent. Écoutez, moi j'aimerais bien quand même avoir 10 à 15% de vos flux. Et en fait, il y a des statistiques qui sont faites au niveau de la Banque de France annuellement, et ils savent quand même combien de flux au débit on a eu. Donc eux, ils peuvent le recalculer en fonction de ah oui, alors vous avez eu tant de flux, vous m'aviez promis 10 à 12%, je n'ai eu que 5. Pourquoi? Donc voilà, donc ces flux, voilà, c'est vraiment une grosse partie de la négociation. C'est toujours soumis à négociation. Moi, je leur dis, mais même si vous m'octroyez une nouvelle ligne de crédit, je peux pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il faut quand même garder une certaine logique. Je peux pas tout vous donner et ne rien laisser aux autres. Vous êtes 6 banquiers opérationnels à ce jour. Je ne peux pas faire autrement que de distribuer. Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, justement. Alors voilà, on voit apparaître de plus en plus sur la place de nouvelles monnaies d'échange, on va dire. C'est les activités connexes, annexes, je ne sais pas trop comment les appeler. Donc on parle des différentes assurances proposées par les banquiers. Alors ils peuvent assurer votre flotte automobile, votre immeuble, vos salariés. On parle également de l'épargne salariale. Ça c'est vraiment quelque chose qui est proposé. Tout ce qui est ingénierie sociale, donc les complémentaires santé, les indemnités de fin de carrière, les plans santé entreprise, les plans épargne retraite entreprise. Il y a beaucoup de banques qui nous proposent aussi des services d'affacturage, les réflexes cybersécurité. Alors ça ils s'associent beaucoup avec des fintech, etc. pour mettre en place de la sécurité, pour éviter la fraude, pour sécuriser les données, sécuriser les RIB, sécuriser les flux. Et ça, c'est vrai que c'est tout un tas d'activités nouvelles et c'est une nouvelle monnaie d'échange. Vous voyez quand même, le banquier dit oui, mais alors est-ce que je peux vous envoyer? Est-ce qu'on peut rencontrer votre RH? Est-ce que vous pouvez proposer à telle ou telle personne? Est-ce qu'on peut voir pour au niveau des assurances, assurer votre flotte automobile ou mettre en place un crédit bail pour votre parc automobile? Et il y a aussi quelque chose là qui arrive et que depuis début 2021, c'est tout ce qui est enjeu de transition énergétique pour une démarche durable, pour l'écologie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a beaucoup de banquiers qui s'associent donc avec des fintech ou avec des startups, etc. Et ça, je trouve que c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle activité qui n'existait pas il y a 10 ans, par exemple, même il y a 5 ans. Et tout ça, maintenant, aujourd'hui, ça peut se négocier contre des conditions de financement, Alors, c'est pas comme ça, mais en général, c'est on voit que quand on demande une nouvelle ligne, j'ai de nouveaux services à vous proposer. Alors, je peux vous envoyer, c'est en off, mais on le ressent comme ça. On a vraiment une assurance qui est très bien. Ça ferait vraiment plaisir au directeur de l'agence si vous pouviez jeter un œil. Donc, si vous pouviez jeter un œil, on comprend. Si vous pouviez souscrire quelque chose, c'est pas facile pour nous parce que c'est pas l'assurance, la transition énergétique, c'est pas quelque chose. C'est au-delà de ton périmètre. C'est pas dans mes capacités. Ça rentre pas dans mon domaine de prédilection. Quand je peux et quand j'ai un peu de temps, j'appelle les personnes en charge en disant ça serait bien que tu rencontres telle ou telle personne, si on peut faire quelque chose, donc c'est une nouvelle monnaie d'échange. Et je sais pas si dans ton entourage tu as vu ça aussi ou si tu vois apparaître ce genre de choses, mais moi je trouve que de plus en plus de services comme ça annexes qui sont proposés par nos banquiers. Ça va, je pense, avec la diversification de l'activité des banques. Et en effet, banque assurance, ça fait déjà quelques temps que c'est des secteurs qui sont intimement liés. Et après, en effet, surtout les services dont tu parlais, les services proposés par des fintech, il y a beaucoup de banques qui rachètent des fintech et qui sûrement, pour des raisons de synergie, profitent de leur accès à leurs clients traditionnels, on va dire, pour les pousser vers des nouveaux services. Donc ça me paraît tout à fait cohérent comme stratégie de leur côté. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet,
là où le trésorier est lui consommateur de services financiers traditionnels, on va dire, qu'il puisse éventuellement avoir comme levier le fait de donner non plus que des flux, mais tous ces services connexes, comme tu l'évoquais. Ça, c'est quelque chose en effet qui est intéressant. Après, je pense que voilà, non mais après c'est bien parce qu'au moins on peut jouer sur les deux. Attention, je vous donne un peu moins de flux, mais ça donne des options, quoi. Mais dans notre sens, voilà. Après, ce qui est aussi différent, c'est qu'avant le banquier, il avait un interlocuteur dans la banque, c'était le trésorier, bon, le directeur financier, le directeur de la trésor, le service trésorerie, et de par ces nouvelles activités, il peut rentrer en relation avec le DRH ou la personne, les services généraux en charge de la flotte automobile ou la personne en charge des assurances, et ça lui fait quand même un peu plus d'entrée dans l'entreprise. Donc globalement, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'il faut quand même bien connaître sa banque, mais aussi son banquier. Ouais, je pense qu'il faut bien connaître sa banque. Moi, par exemple, si demain il y a un nouveau banquier qui nous propose quelque chose, je suis pas sûre que je le mettrai en relation avec les personnes concernées si je ne le connais pas un minimum. Si il a pas fait, je vais pas dire ça en ces termes, mais s'il a pas fait un minimum de preuves avec nous, il faut qu'il soit établi une relation quand même, un minimum de confiance. Parce qu'une partie de ces échanges sont complètement non contractuels. Oui, alors en fait, il y a toute cette relation non contractuelle, c'est hyper important. Après, aujourd'hui, on voit aussi, il y a quand même une relation contractuelle par rapport, tu sais, à toute cette compliance qui est faite, le KYC aujourd'hui. Donc, mon banquier, il me connaît parfaitement. Et il connaît Céline en tant que trésorière et interlocutrice principale. Et il connaît également l'entreprise. Mais maintenant, moi, je trouve qu'il est important également pour un trésorier et pour une entreprise de connaître sa banque, de connaître la banque en général, mais de connaître également son banquier, de connaître ses attentes. Donc, aujourd'hui, on parle de KYC, mais pourquoi pas mettre un KYB? Moi, je trouve que ce serait bien mettre en place un KYB, donc un Know You Bank, parce que je trouve que quand même, c'est bien en sens inverse de connaître son banquier comme le banquier nous connaît. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Ok, très bien. Écoute, c'était très clair. Merci beaucoup, Céline, pour toutes ces informations. Eh ben, je te remercie à toi, Jean-François, de m'avoir accordé cette interview. J'espère qu'elle aura aidé un petit peu à guider un petit peu les personnes qui vont écouter et puis donner des idées, de nouvelles approches. Écoute, j'en suis certain. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Bientôt. À bientôt, Jean-François. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.